s'informer et de se lamenter. Je ferai une réponse en deux temps. S'il s'agissait de menaces ou de dégradations à l'endroit d'autres religions, eh bien, ça deviendrait immédiatement un fait politique et social. Là, c'est traité comme des faits divers secondaires. C'est pas traité du tout, hein, Et si vous permettez. ça existe médiatiquement comme dans la dernière colonne. Et de la même manière, je fais un petit, en un mot, si vous avez des menaces contre des trans aujourd'hui, c'est un fait politique majeur et tout le monde s'en inquiète avec raison. Mais quand Dora Muto est la cible, que la militante féministe, la cible de menaces de militants transactivistes radicaux régulièrement, tout le monde s'en fiche, puis on entend même, elle l'a bien cherché. Ouais, je pense que c'est aussi le fait qu'il y ait peu d'intérêt médiatique pour ça. C'est aussi le fait, je pense, d'une désensibilisation de l'opinion par rapport à ce qui est le sacré chrétien. C'est-à-dire que là, ça n'intéresse plus personne, finalement. Dans ces églises où beaucoup de gens ne vont, où les gens ne vont plus, dans ces cimetières où les gens ne se rendent plus. Et quand des exactions sont commises, ça touche moins que quand c'est une minorité militante et agissante qui, elle, va se défendre et protester et faire part de son indignation. Charlotte et Marc. Non, mais en effet, il y a l'amour de la minorité qui se retrouve. Pour information à nos confrères des autres médias, nous sommes désormais, nous aussi, catholiques en minorité. Donc, si on pouvait intéresser quelqu'un, ce serait une bonne nouvelle. Mais en effet, il y a cette question-là, mais on perd à tous les coups. Parce que d'un côté, les racines chrétiennes de la France, c'est déjà d'extrême droite de dire qu'elles ont existé. Ensuite, de pouvoir les défendre. Et d'un autre côté, quand vous parlez de ça et que vous pointez ce sujet-là à des personnes, ils vont vous dire « Non, mais c'est normal qu'il y ait plus d'actes parce qu'il y a plus d'églises. » Faut savoir, en fait, on perd à tous les coups. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais en même temps, c'est parce que ça existe que du coup, on n'a pas le droit de parler des actes de vandalisme non plus. Oui, c'est encore la haine comment de ça soi. peut venir? Merci beaucoup, Charlotte. Marc, comment ça peut venir à l'esprit d'aller attaquer une église, quelle qu'elle soit, ou une mosquée ou bien une synagogue? Là, je pense qu'après, on est soit dans une forme de démence, après, on est dans le fanatisme le plus virulent possible, et dans ces conditions, on veut supprimer l'autre, mais dans ce qu'il le symbolise. Par conséquent, on n'a pas spécialement, est-ce qu'on peut parler de courage, l'indécence d'aller attaquer une personne, mais de façon clandestine, sans le moindre risque, on va saccager pour marquer les esprits et montrer que l'on est dans une situation de conquête. Et la discrimination, c'est ensuite si on vous accuse, car on ne tient pas compte de ce que vous êtes. Merci. En parlant de sacré, on parlera dans un instant avec vous. Juste avant, voici l'info que je voulais partager avec vous. Éric Zemmour revient dans Face à l'info. À l'occasion de la sortie de son dernier livre, je vais l'interroger en exclusivité sur son ouvrage. Je suis en train de terminer la lecture. Il est là, je suis à la page, j'espère y arriver, je suis à la page 222. Tout le monde l'était arraché pour la présidentielle, mais maintenant, quel sera son dernier mot? En quoi la France a-t-elle besoin d'être sauvée? Les questions que j'ai envie de lui poser. Peut-elle l'être encore? Pourquoi n'a-t-il pas encore réussi, lui, à sauver la France? Voici en exclusivité, regardez la couverture de son dernier livre, un livre déjà en tête des ventes sur Amazon avant même sa sortie en librairie, sans aucune information d'ailleurs sur le contenu. Et dans ce livre, il se livre, il dévoile des informations quand même. Son équipe d'ailleurs rapprochée va découvrir, passionnant, un récit intime, un récit très politique. Éric Zemmour en exclusivité mercredi sur CNews à 19h. Il va ensuite dédicacer son livre à Paris, mais aussi il va commencer une tournée dans toute la France, comme il avait fait pour son précédent livre, et notamment à Aix-en-Provence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer #Face à l'info. Des questions, je lui poserai pour vous. Mathieu, Élise Lucet a montré son étonnement sur France 2 lorsque notre collègue Sonia Mabrouk, qui a fait un livre magnifique sur le sacré, déclarait que les islamistes, les progressistes et les écolos radicaux n'aiment pas la France. Voilà qui a surpris. Oui, mais avec raison. Alors, la scène était particulière. Donc, Sonia Mabrouk était à quelle époque? L'émission sur le service public, lorsqu'on ne répète pas le credo, le discours officiel, on est plongé dans un nid de scorpion, il faut bien le dire. Et par ailleurs, elle était accueillie avec une condescendance agressive et elle a tenu la ligne sans jamais se coucher devant ça. Franchement, chapeau, aller là-bas, ça va pas de soi. Et vous y étiez aussi, hein? Ça m'est déjà arrivé. Mais bon, j'avais été accueilli avec plus de politesse qu'on ne l'a reçu, si je peux me permettre. Cela dit, donc, il y a une phrase qui est sortie, vous l'avez mentionné, les progressistes, les islamistes radicaux, les islamistes et les écolos radicaux n'aiment pas la France. Et là, il y a Élise Lucet qui est présente et qui se faisait une fierté d'exprimer sa condescendance tout au long de son passage. Et là, elle dit, ah bon, vraiment, c'est quoi le lien entre les trois? Et je reviendrai sur le lien. Mais, elle dit donc, les progressistes n'aiment pas la France, bon. Les écolos radicaux, les islamistes n'aiment pas la France. Puis là, elle semble étonnée. Elle ne semble pas considérer que cette phrase va de soi. Pour Élise Lucet, lorsqu'on dit les islamistes n'aiment pas la France, haïssent la France,
c'est vu comme une espèce de phrase agressive, inutile, qui ne suscite pas l'adhésion immédiate, qui suscite la perplexité. Alors là, j'ai deux hypothèses pour comprendre cette réaction qui, quant à moi, relève du déni de réalité. La première, dans la tête des journalistes militants de gauche, pléonasme, eh bien, lorsqu'ils entendent quelqu'un qui est associé dans leur esprit à l'autre camp, qu'ils ne traitent pas comme une collègue, mais qu'ils traitent comme le corps étranger, on ne peut lui accorder rien, 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 même que les islamistes n'aiment pas la France, ce serait déjà une concession de trop. L'autre hypothèse, c'est qu'Élise Lucet ne considère pas que les islamistes détestent la France et qu'elle considère finalement que cette phrase est en elle-même problématique. Après la décennie qu'on a traversée, après les progrès de l'islamisme dans les quartiers, je me demande comment on peut avoir cette réaction, mais je crois vraiment que c'est ça la réponse. Élise Lucet, dans les circonstances, semblait perplexe à l'idée qu'on puisse dire que les islamistes détestent la France. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Peut-être qu'elle a juste posé la question? Si elle a posé la question, elle l'a exprimée avec un ton, un air dubitatif, mais tellement condescendant, tellement fier de montrer qu'on ne participe pas aux basses passions de ceux qui s'inquiètent de l'islamisme. Mais moi, j'ai une hypothèse par rapport à ça. C'est-à-dire, si on avait demandé, est-ce que pour vous, l'extrême droite déteste la femme, l'Europe? Elle aurait dit, absolument, ça va de soi. Est-ce que l'extrême droite déteste la France? Elle aurait dit, oui, assurément. Est-ce que l'extrême droite déteste la démocratie? Je ne doute pas un instant qu'elle aurait dit, ça va de soi. Pourquoi alors considère-t-elle justement que dire que les islamistes n'aiment pas la France, ça ne va pas de soi? Parce que dans l'esprit de la psychologie politique de la gauche médiatique, eh bien, tout ce qui relativise, ce qui dans leur esprit est le seul danger qui compte, l'extrême droite qui est partout, bon, tout ce qui relativise ce danger, donc par exemple les islamistes, eh bien, ça doit être laissé de côté, ça doit être traité comme un facteur secondaire. Rien ne doit remettre en question la seule menace qui soit, ce qu'ils appellent l'extrême droite. Mais, soit dit en passant, les progressistes, lorsqu'ils multiplient les pseudo-accommodements raisonnables avec l'islam le plus militant, je ne parle même pas de l'islamisme terroriste, avec l'islam le plus militant qui voile les femmes, qui exige la burqa dans l'espace public, qui occupe quelquefois l'espace public avec des prières publiques, qui halalise l'alimentation, qui exige la séparation des corps dans les piscines publiques et ainsi de suite. C'est pas un problème, ça? On pourrait pas dire qu'il y a une forme de détestation des mœurs de la France à travers ça? Quand le progressisme tend la main à l'islamisme parce que les deux se disent l'Occident doit pécher doit payer, dis-je, pour ses péchés passés, il n'y a pas quelque chose qui relève de la détestation de la France à travers cela. Et quand les écolos radicaux, quant à eux, nous disent que fondamentalement le monde occidental a tellement péché qu'aujourd'hui il doit programmer sa propre extinction démographique pour ne plus peser sur le sort de la planète, il n'y a pas une détestation de la France à travers tout ça? Alors moi je pense que fondamentalement, oui, il fallait le dire, mais affirmer cela sur le service public, c'était une forme de... C'était heurter un tabou, c'était finalement obligé de répéter le seul slogan qui compte, seule l'extrême droite nous menace, le reste ne compte pas. Encore une fois, je le disais plus tôt, no passaran, le réel ne passera pas. Le service public est là pour barricader l'espace public contre la réalité. Ça fait réfléchir à tout ça. Ça rend fou aussi. Allez, excellente suite de programme. Tout de suite, la Minute Info, Isabelle Piboulot avant Pascal Pro et ses invités.